Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous serez nombreux ce soir. Je le disais à mon invité Nicolas Pochelu, il fait soleil. J'espère qu'il fait soleil un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, chez nous, là, à Limoges, il fait soleil. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, c'est plutôt pas mal qu'il fasse soleil parce que vous êtes venu exprès quasiment de Bordeaux pour cette émission. Oui, pour la météo. Ouais. Pour la météo, étant donné qu'il y avait un temps un peu maussade sur Bordeaux, et on m'a dit, voilà, à Limoges, il ferait beau temps, d'où ma présence. Eh bien, vous avez bien fait. Ouais. Bienvenue en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose en fait que les professionnels de l'insertion, de la formation connaissent, et peut-être qui n'est pas si connu que ça du grand public. On verra ce que vous en pensez. Ce sont les GEC. Les GEC, G-E-I-Q. Nicolas, je vais lui laisser dire ce que ça veut dire parce qu'il est venu pour ça. On va lui laisser la main là-dessus. On a une petite heure, donc profitez-en pour poser des questions surtout. Et puis, vous connaissez les règles. On a le droit d'avoir vécu une expérience bonne ou mauvaise dans un GEC, dans n'importe quoi. Mais sur les commentaires, on reste poli, on reste courtois, voilà. Sinon, je coupe. Vous savez, c'est les règles de l'émission. Alors, Nicolas Pochelu, vous êtes délégué régional Nouvelle-Aquitaine du comité régional. Oui, exactement. Des GEC. Ça veut dire quoi, GEC? Donc c'est un acronyme comme dans le secteur, il y en a beaucoup, et donc ça signifie groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et la qualification. Donc on va prendre le temps un petit peu de voir en quoi ça consiste, quels sont les objectifs, comment ça fonctionne, quels sont les liens avec les autres acteurs du territoire, parce que comme beaucoup de dispositifs, beaucoup de structures en lien avec l'insertion, forcément, ça fait partie de tout un maillage, et la réussite, elle vient justement du fait que le maillage est réussi ou pas. Dans cette émission, on commence toujours par faire connaissance avec la personne qui vient. Donc Nicolas, vous arrivez d'où? Qui êtes-vous? Où êtes-vous né? Pourquoi vous êtes devenu délégué régional des GEC? Alors, donc Nicolas Pochelu, je suis dans ma 40e année, originaire du Pays Basque, et par contre, depuis quelques années, de plus en plus finalement, je vis à Bordeaux. Voilà. Ouais. Donc originaire du Pays Basque, je suis venu à Bordeaux pour des études, réaliser des études d'histoire, dans une optique, dans un premier temps, d'enseigner. Pour être très franc, je dirais même que j'en avais aucune idée de ce que j'allais faire par la suite, mais on m'a proposé, suggéré, et on me dit que je serais peut-être bien dans ce secteur. Donc j'ai foncé, je suis parti en histoire. Et puis à l'issue, tirant un trait à l'enseignement, mais il a fallu trouver autre chose. J'ai fini dans un secteur qui n'était pas un secteur de cœur, de conviction, ni quoi que ce soit, mais où je suis resté quand même quelques années dans le milieu commercial, bancaire, etc. Et jusqu'au moment où j'ai voulu me recentrer sur d'autres champs ou secteurs qui me correspondaient davantage, tout en me cherchant aussi. Donc j'ai réalisé un bilan de compétences qui m'a orienté, suggéré, et j'ai construit cela aussi, aller dans des formations de formation, insertion, pour compléter ma formation et permettre cette reconversion. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé un master, RFI, responsable formation insertion sur Bordeaux, et dans ce cadre-là, je dirais même qu'on m'avait dit, je te verrais bien dans un GEC. Autant dire que tout à l'heure vous disiez, mais qu'est-ce que c'est? C'était la question, ou c'était la remarque que j'avais faite sur le moment, et c'est comme ça que dans ce master, j'ai réalisé une étude, une mission au sein du comité régional des GEC. Voilà. Très bien, très bien. Donc en fait, vous êtes délégué régional des GEC depuis 2017. C'est ça. Ça a beaucoup évolué depuis ou pas? Déjà, est-ce que aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ce que vous imaginiez à l'époque? Alors, oui et non, dans le sens où quand j'ai connu les GEC dans le cadre de ce master, de cette formation, finalement, j'avais passé plus de temps avec les entreprises adhérentes ou les partenaires des GEC qu'avec les GEC eux-mêmes, dans le sens où j'avais en charge, où j'avais à mener une étude pour mieux comprendre, caractériser, appréhender l'apport RH que les GEC apportent auprès des entreprises et tout particulièrement les TPE. Donc finalement, mon expérience, elle a été faite non pas de l'intérieur, mais finalement à travers les utilisateurs, les entreprises, les partenaires, les OPCO, la formation. Et finalement, quand je suis revenu 3-4 ans après dans ce qui me tenait encore plus à cœur, finalement, le comité régional des GEC, donc ça a été une deuxième redécouverte finalement, et avoir une vision dans sa complétude, on va dire, quoi. Bon. Et en plus, le comité, lui, était à l'époque un comité régional
Aquitaine. Ouais. Et entre-temps, en 2017, ah oui, c'est entre-temps, vous nous avez annexé. Entre-temps, ils nous ont annexé. Voilà, donc c'est devenu Nouvelle-Aquitaine. Mais je croyais que c'était l'inverse. Non, non. D'accord. Non, non, vous nous avez annexé. Alors, je là, vous le confirme. D'ailleurs, regardez bien, ça s'appelle Nouvelle-Aquitaine. Hein, ça ne s'appelle pas Nouveau Limousin. Hein. Je le dis comme ça. Je l'ai dit à la vice-présidente du conseil régional ici. Bah, nous, c'est pas encore passé. Hein, ça pique encore un peu, mais ça va passer. Après, ça va moi, passer, je suis originaire du Pays Basque. Oui, déjà, non, mais cherchez pas. Mon référent n'était pas l'Aquitaine, alors je me sens pas fautif de ça. Le Pays Basque, non, faisait pas partie de l'Aquitaine. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ah, il cherche à s'échapper. Bon, on va voir effectivement tout ce que vous dites, effectivement, les apports que ça peut amener. Déjà, on va faire un petit peu d'histoire. Hein. Vous avez commencé justement votre parcours universitaire dans le champ de l'histoire. C'est quoi l'origine des GEC? Pourquoi ça a été fait? C'était quoi l'objectif de départ? L'objectif de départ, il y a eu diverses expérimentations, plusieurs tentatives, mais c'était forcément rapprocher deux mondes qui s'ignorent bien souvent. Le monde économique et à côté de ça, la sphère, le monde du social. Social, de l'insertion. De l'insertion, voilà. Ce qui n'est pas encore tout à fait pareil, parce qu'on a raccroché aussi à un moment donné le social de l'insertion. À un moment donné, il n'y avait que l'insertion pour l'insertion. Bon, voilà. Et là, il est vrai que le GEC est venu peut-être apporter une réponse ou du moins essayer de construire une solution qui réponde à ces deux enjeux tant sociaux qu'économiques. Très clairement, c'était en Dordogne en 91 où sur la base de diverses expériences qu'il y avait pu avoir, il y a eu un centre d'hébergement, l'APAR à Périgueux, qui a voulu expérimenter, créer un outil avec cette volonté très vite que ce soit piloté et articulé avec les entreprises. D'où cette envie, on va dire, de réunir ces deux univers-là. Et c'est comme ça qu'est né le premier GEC en 91. Et aujourd'hui, il y en a un peu plus de 190 partout en France. Voilà. Et donc l'idée de départ, c'était de voir un petit peu comment on pouvait utiliser cette structure pour faciliter l'accès à l'emploi. C'était ça l'idée de départ? Le social, comme tout à l'heure je parlais en l'occurrence là d'un centre d'hébergement qui forcément accompagnait que du point de vue social les personnes. Et à côté de ça, il était déjà fait finalement le constat qu'il y avait peut-être des entreprises qui avaient des besoins et donc il y a eu cette volonté de rapprocher les deux. Et finalement l'objet du GEC qui finit par naître, à savoir un collectif d'entreprises qui ont des besoins et qui finalement vont se structurer, se former en association et résoudre ou satisfaire leurs besoins de recrutement à travers l'embauche de personnes non formées à ces fonctions-là, à travers voilà. Oui, donc c'est ça, hein, le point de départ. On est bien d'accord, le GEC, c'est d'abord je dirais un questionnement d'entreprise, un besoin d'entreprise, un collectif d'entreprises qui se regroupent pour faciliter leur recrutement actuel et futur. Alors actuel, voilà, parce qu'il y a des besoins qui se font, et futur, parce qu'on met dedans cette notion d'accompagnement et de formation. Exactement. Et le besoin des entreprises, l'engagement des entreprises, il est essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément extérieur, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une institution qui pourrait en quelque sorte créer un GEC ex nihilo. Non, il faut vraiment... Alors, un acteur peut impulser, peut faire naître, peut développer cette envie, mais dans tous les cas, il n'est possible le GEC qu'à travers l'engagement des entreprises qui ont fait le constat que finalement, elles avaient ces difficultés et croient dans le GEC pour pouvoir y répondre et satisfaire ce besoin-là. Après, quand on parle d'engagement des entreprises, c'est parce que bien sûr, elles vont l'utiliser, entre guillemets, et puis on verra tout à l'heure plus concrètement en quoi ça consiste, mais c'est elles qui le pilotent et le gouvernent. Et c'est peut-être même elles qui y adhèrent et en sont responsables avec tout le positif et également le risque qu'il peut y avoir, c'est-à-dire, voilà, c'est un réel engagement côté des entreprises et c'est à elles de le gouverner, de le piloter, on va dire. Voilà. Alors, quand on parle de groupement d'employeurs, là, en l'occurrence, d'ailleurs, tous les groupements d'employeurs ne sont pas des GEC, hein. On est d'accord. Là, il y a bien l'objectif
d'insertion et de qualification. Exactement. Dans le GIEC. Si on parle de groupement d'employeurs, donc on a bien compris qu'il y a une philosophie et une démarche commune. Est-ce qu'il y a aussi un territoire commun et une activité commune? En effet, c'est les deux caractéristiques d'un GIEC. Un secteur, un territoire, hein, voilà, un bassin d'emploi très souvent au début, et puis petit à petit, ça peut éventuellement grossir, voilà. Et un secteur d'activité. Un GIEC est identifié, ici on est en Haute-Vienne, voilà, il y a 4 GIEC en Haute-Vienne, chacun ayant son territoire d'intervention. Après, petit à petit, ça peut être un deuxième, ça peut être un troisième, par exemple, département, et un secteur d'activité. Ici, voilà, on a un GIEC agricole, papier, carton, industrie, transport, BTP et aide à domicile. Donc 5. Donc voilà, 5 qui ont cette implantation, puisque le GIEC est toujours très local, très implanté, forcément. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le GIEC est gouverné par ceux qui le composent, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, mais il y a des liens forts avec la formation, avec le social. Comment sont organisés ces liens? Qui gère ça? Alors là, en l'occurrence, ça va être des salariés permanents. Tout comme moi, je suis un salarié permanent, on va dire, un opérationnel, un technicien du comité régional. Il y a la même chose, bien sûr, au sein de chacun des GIEC. Le conseil d'administration composé des entreprises et après, leurs bras opérationnels, on va dire, qui sont en charge de faire vivre et développer le GIEC. Le faire vivre, développer, à savoir jouer sur 2 leviers. À la fois accompagner les entreprises, répondre à leurs besoins, voire même susciter des besoins, aller en chercher de nouvelles pour faire découvrir le GIEC, et à côté de cela, mais faire vivre le deuxième volet qui est la recherche, le candidat, le développement, trouver des personnes, faire découvrir, et derrière, tout ce qui a trait, on va dire, au parcours en lui-même, voilà, la mise en place de la formation, l'accompagnement pendant le parcours, voilà, c'est assez riche et assez complexe, mais là, forcément, c'est des salariés. Voilà, donc sur chaque GIEC, il y a soit un chargé de développement, soit un coordinateur, c'est ça. D'ailleurs, le profil de ces personnes, en général, c'est quoi? C'est des personnes qui sont issues de l'insertion, ou plutôt de l'entreprise, ou plutôt des deux d'ailleurs? Ça peut être des gens qui ont travaillé peut-être dans l'intérim, ou des choses comme ça. C'est ça, ces profils-là? Dans l'idéal, c'est les deux. Mais ce n'est pas très courant. Ce qui fait que, à la fin, il va falloir avoir cette double casquette. Donc ça peut être quelqu'un qui est issu de l'orientation, de la formation, de l'insertion, et qui va devoir se spécialiser sur le secteur d'activité en question. Imaginons le BTP. Voilà. Ou l'inverse, quelqu'un qui est issu de ce secteur d'activité ou qui est issu du recrutement, de l'intérim, et qui derrière va devoir redécouvrir ou découvrir tous les acteurs du territoire et se spécialiser pour réaliser l'accompagnement indispensable, etc. Donc, dans l'idéal, c'est avoir les 2 compétences, les 2 casquettes. Dans la pratique, c'est très rare ou exceptionnel. Donc, à la fin, il faut bien acquérir les 2. Parce qu'effectivement, la difficulté, enfin la difficulté ou l'attrait d'ailleurs de ce genre de poste, c'est que la personne en elle-même ne traite pas directement les personnes. C'est-à-dire elle est là pour mobiliser le réseau, éventuellement pour le développer, et pour mobiliser les partenaires qui, eux, ont des expertises et des spécificités dans les différents champs d'action. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, ça peut dépendre dans le sens où, si on parle là du seul volet de l'accompagnement, par exemple, du salarié, c'est lui faire comprendre du démarrage que tout peut être dit et que justement, une fois qu'on en a conscience, on va construire un accompagnement qui ira de pair avec le parcours, avec la formation. Voilà. Et là-dessus, c'est mobiliser lorsque c'est nécessaire et lorsque le GIEC ne peut pas accompagner, régler lui tout seul, le partenaire qui correspond. Voilà. Très bien. Et jouer ce rôle de médiation. Alors vous avez tout à l'heure un peu cité, on reviendra plus précisément parce que on va vite là d'ailleurs, je suis en train de voir, on va vite, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez cité quelques secteurs, donc on a parlé sur la Haute-Vienne, papier carton, on a parlé bâtiment, on a parlé d'autres secteurs. C'est quoi les GIEC? Est-ce que quand il y a un GIEC en quelque part, c'est révélateur d'une difficulté à embaucher? Ou est-ce que c'est révélateur d'une dynamique du secteur qui utilise aussi cet outil-là comme il en mobilise d'autres?
Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire que le préalable, bien sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait des difficultés, on va dire, de recrutement. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, ouais. il est vrai qu'il y en a partout. Après, concrètement, il faut aussi qu'il y ait un ensemble de conditions qui soient réunies finalement pour permettre la création d'un GEC. Voilà. Parfois, il peut y avoir, où on peut constater des difficultés de recrutement, mais le GEC n'est pas la solution. Voire même, il peut y avoir des tas de facteurs qui viennent expliquer ces difficultés de recrutement et auxquels le GEC ne peut pas venir apporter une réponse. Donc, il faut qu'il y ait ces deux-là, des difficultés de recrutement, et que le GEC puisse être une réponse et qui soit porté aussi par les acteurs du secteur d'activité. Voilà. Grosso modo, sur le territoire néo-aquitain, on a les mêmes champs d'activité, les mêmes secteurs professionnels qui sont un peu couverts partout. Alors j'imagine que dans certains départements, il y a, je sais pas, j'imagine peut-être que dans le Bordelais, il peut y avoir des choses sur la viticulture ou des choses comme ça. Peut-être que dans d'autres endroits, l'arboriculture, mais sinon, on est sur les mêmes secteurs d'activité? Il y a des secteurs qui sont très importants à la manière du BTP qui représente par exemple la moitié de l'activité, et après il y a des spécificités. Voilà, citons par exemple l'industrie où il y a un GEC dans l'industrie qui travaille beaucoup dans l'aéronautique, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Après, il y a des particularités de ce type, et après c'est dans chacun des territoires où peuvent émerger de nouveaux secteurs d'activité. Si au départ c'est né dans le BTP et que ça représente un secteur très important, aujourd'hui il y a des GEC dans le numérique, il y a un GEC profession, sport et loisirs qui a été créé il y a le mois dernier. Voilà, donc ça c'est un tout nouveau champ, et il y a une dizaine aujourd'hui maintenant de GEC, profession, sport et animation, voilà, partout en France. Donc ça a fini par essaimer, et petit à petit il y a de nouveaux secteurs. Voilà, tout à l'heure je parlais du numérique, donc ça se diversifie. Très bien. Très bien. Alors on verra un peu plus tard, parce que j'ai regardé les chiffres que vous m'avez fait passer. Ça se diversifie, mais la grosse majorité des bénéficiaires sont des hommes. Mais on verra tout à l'heure, peut-être que ça vient des activités tout simplement. La question qui me vient en vous écoutant, c'est ça ne naît pas comme ça, c'est pas une naissance spontanée. Donc comment on crée un GEC déjà, voilà, sur un territoire? Est-ce qu'il y a des interlocuteurs en particulier? Et puis on en arrive justement à peut-être une des vocations du comité régional. Quel est l'appui, quelles sont les missions que vous avez en termes d'accompagnement et d'appui, oui, effectivement, à la vie de ces GEC? Alors il est vrai que quand on se dit qu'il y a des difficultés de recrutement, tout le monde ne pense pas systématiquement à un GEC. Tout à l'heure, vous le citiez, je pense que nous sommes toujours insuffisamment connus. Ceci étant dit, c'est l'objet aussi du comité de promouvoir le dispositif et d'accompagner les porteurs de projets. Lorsqu'il y a un porteur de projet, lorsqu'il y a un éventuel besoin, il faut en échanger collectivement. Tout à l'heure, j'insistais sur l'importance des entreprises qui vont constater ces difficultés et qui ont envie de creuser et de répondre, de trouver une solution. Et là-dessus, c'est là où elles vont pouvoir mobiliser le comité régional, il y en a dans d'autres régions, et aussi les acteurs du service ou public les partenaires, l'emploi, des GEC, que sont l'État, le conseil régional, parfois des conseils départementaux, les OPCO qui financent, sont des acteurs de la formation, et donc réunir tous ces partenaires pour finalement voir si un GEC ou ce projet est pertinent ou pas, sachant que pour lancer véritablement le projet, généralement, il faut mettre en place une étude de faisabilité qui va vérifier la faisabilité, la pertinence ou pas de cela. Est-ce qu'il y a un réel besoin? Est-ce que le GEC est la bonne réponse? Est-ce qu'il y a une offre de formation suffisante? Est-ce qu'il va y avoir un engagement suffisant des entreprises pour s'assurer de sa viabilité économique? Voilà tout cela, et jusqu'à la toute fin où finalement le projet est présenté lors d'une commission de labellisation auprès de la Fédération française des GEC, et qui valide ou ne valide pas bien sûr ce projet,
Et dès lors où il est validé, le GE devient GEC et doit se conformer à un cahier des charges, on va dire, voilà, avec un ensemble de critères et de fonctionnement à respecter. Alors c'est intéressant, ça veut dire, c'est qui mène cette enquête? C'est vous? Enfin, c'est le comité régional ou alors c'est la DRETS ou DETS? C'est qui mène ça? Alors, c'est le comité régional est là en appui, mais dans le cas d'une étude où, voilà, pour vérifier cette faisabilité, généralement, il va y avoir 2-3 cas de figure. Le plus courant, c'est lorsque cette étude est menée par un cabinet de conseil et qui peut avoir je ne parle pas de McKinsey, des cabinets plutôt beaucoup plus locaux et spécialisés dans ces questions-là et qui ont l'habitude de mener des études de faisabilité de ce type-là. Donc ça a l'avantage d'un regard extérieur et d'une expertise. Voilà. À ce moment-là, par contre, se joue la question, lorsque l'étude est terminée, du lancement du GEC. Voilà, on s'est assuré de sa faisabilité et de sa pertinence. Par contre, il faut lancer le GEC avec à la tête, bien sûr, une personne qui aura en charge le développement de ce GEC. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, ça peut être une personne qui va se charger de cette étude, qui en a la compétence, et qui, dans le meilleur des cas, sera cette même personne qui créera et démarrera le GEC. Voilà. Et après, un dernier cas de figure qu'il peut y avoir, c'est, on va dire, un essaimage, c'est-à-dire un GEC qui naît avec une antenne d'un GEC préexistant. Donc là, c'est beaucoup plus simple et souple. Une sorte de filiation. Voilà, il s'appuie sur un GEC préexistant. Voilà. Donc le GEC Nouvelle-Aquitaine, enfin Aquitaine au départ et Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, a été créé en 1999. C'est quand même très tôt, hein? Oui. C'est très tôt par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure à la création de Périgueux. C'est ça. Le comité régional est peut-être... il est particulier parce qu'à la fois il est ancien et il a toujours perduré et il a été aussi le premier comité régional. Je ne m'attribue aucun mérite puisque je ne savais pas à ce moment-là ce qu'était un GEC. Mais voilà, il a cette ancienneté et il a été porté par des directeurs qui étaient même aussi certains à l'origine de la création du premier GEC et qui ont voulu apporter ce volet collectif pour représenter bien sûr l'ensemble des GEC, mais travailler ensemble sur leurs enjeux et leurs difficultés aussi. Voilà. Donc initialement, ça a été un comité régional Aquitaine qui était géré dans un premier temps par un directeur de GEC qui en plus avait l'autre casquette et très vite il a été constaté qu'il fallait en soi un poste, une autre entité et voilà. Et il est vrai que le comité est soutenu par nos partenaires, les institutionnels, sur ce volet-là de collectif, d'accompagnement de porteurs de projets, et puis bon, sur ce volet essentiel emploi, donc État, région, conseil départemental. Voilà, justement, j'allais vous demander, bon, c'est un acteur à part entière de l'emploi, de l'économie sur le territoire. Le conseil d'administration du comité, c'est quoi? Donc j'imagine effectivement des représentants des GEC, mais d'autres acteurs comme les services publics de l'emploi ou pas du tout, de la région, des départements, je ne sais pas. Non, dans le conseil d'administration, non. Alors, il n'est pas non plus extrêmement large, mais le conseil d'administration du comité régional est composé d'administrateurs de GEC adhérents au comité régional. Aujourd'hui, c'est qui le président d'ailleurs? C'est M. Gaillard, qui est président du GEC BTP de Dordogne, le GEC 24, qui est plombier chauffagiste. Très bien. Et qui, c'est important quand même aussi de le dire, être bénévole. Parce que dans le GEC, l'entreprise, ils sont utilisateurs, mais quand je dis qu'ils sont engagés, c'est aussi du temps qui est accordé, et d'autant plus, c'est important pour son GEC local, mais lorsqu'on parle en plus du comité régional, c'est parfois du Limousin, de Poitou-Charentes, de Dordogne, de pas mal de départements, venir à Bordeaux ou ailleurs pour cette instance. Et j'ose croire que ce n'est pas perdre une journée, mais malgré tout, c'est des personnes qui ont leur chantier, qui ont leur
entreprise et qui donne de ce temps. Donc c'est vrai que ça, à la fois, ça demande, enfin, moi je respecte cela forcément, et je ne peux que les en remercier. Et après, ça demande à ce que, bien sûr, ils ne se déplacent pas pour rien, mais bon, je tiens à relever cet engagement qui, voilà, de ces C'est administrateurs. important ce que vous dites, parce que c'est un peu le but de l'émission d'ailleurs, puisque l'émission elle a été faite pour que tout le monde se rende compte à un moment donné que la société elle n'est pas binaire uniquement avec des employeurs d'un côté qui sont riches à millions et soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés derrière qui font ce qu'ils peuvent. Non, la société elle est faite de plein de gens qui font des choses. Alors il y a effectivement, comme vous le disiez par exemple, les GEC, il y a des chefs d'entreprise qui sont investis dans leur entreprise, ça demande déjà beaucoup de travail d'être chef d'entreprise, qui sont investis sur leur la première couronne, je dirais leur territoire premier, et qui vont en plus, au-delà de ça, c'est-à-dire s'investir sur des missions régionales. Et quand on connaît aujourd'hui la dimension de la région, les kilomètres à faire, etc., et bien souvent, tout ça est effectivement bénévole, hein, parce que c'est sous forme associative. Donc là-dessus, ils en tirent aussi le plaisir de rencontrer des gens, le plaisir de discuter, le plaisir de sortir aussi de leur entreprise, ça leur fait du bien. Mais effectivement, on est sur des personnalités et des professionnels qui s'investissent, qui donnent de leur temps pour que la société avance. Hein. Exactement. Exactement, et après on aura, je pense, aussi l'occasion d'y revenir, et je pense que le GEC est pertinent là-dessus, dans le fait de créer des ponts, et éviter toute vision binaire, voilà, manichéenne, ou voilà, le chef d'entreprise nanti, déconnecté, et à côté de ça, voilà, une autre vision du demandeur d'emploi qui serait responsable de son statut, de ses difficultés, etc. Et je pense, ou j'en ai même la certitude, que l'objet même du GEC, c'est de créer une autre vision, de créer des ponts et de permettre une rencontre entre ces deux univers qui parfois s'ignorent et critiquent l'autre versant. Et voilà. Et effectivement, on est aussi dans une logique de parcours. Une logique de parcours, ça veut dire à un moment donné qu'il y a un début, on voit à peu près la direction. C'est pas sûr que parce qu'il y a un début, ça va être rectiligne, hein. Il peut y avoir des accidents de parcours et tout ça. Et les GEC sont aussi bâtis là-dessus. Les accompagnements sont aussi bâtis là-dessus, justement pour éviter les à-coups et la fluidité dans les parcours. Alors, je crois qu'il est important, ça fait presque une demi-heure qu'on a commencé maintenant, de dire de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on a vu à peu près le cadre général, on a vu les ambitions premières. Moi, il y a quelques chiffres quand même qui m'ont marqué. Dans les documents que vous m'avez fait passer, les GEC aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, c'est presque 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est 800 000 heures de mise à disposition sur une année, on est d'accord? Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Donc ce sont... Alors, on va aller sur les chiffres tout à l'heure, de justement hommes-femmes, hein, on va en parler. Mais rien que ça, c'est énorme. Et encore, ça a baissé considérablement, puisque là, les derniers chiffres sont ceux de 2021 sur l'activité de 2020. Donc, je crois qu'il y avait eu un petit souci en 2020 et qui a eu des conséquences sur les GEC et sur ce dont on parle. Le nombre d'entreprises qui a forcément été moins important, le nombre d'embauches, d'heures de mise à disposition. La Covid, forcément. Et des enjeux qui ont été très, très, très importants, parce que les salariés des GEC, c'est des salariés en plus qui doivent être embauchés en direct 3 mois, 6 mois, 1 an après. Lorsque le Covid est survenu, voilà, que faire? Heureusement, il y a eu la politique de soutien de l'État à travers l'activité partielle, mais autant dire que les risques, ils ont été immenses. Est-ce qu'il y aurait encore 3, 4, 6 mois après des besoins d'entreprise? Voilà, donc autant dire que ça a été un peu panique à bord, de gros risques. Après, au fur et à mesure, avec la sécurisation un peu dont je parlais, finalement, on s'est rendu compte que les besoins, ils ont toujours été là. L'activité a repris, mais il y a eu 3 mois, 4 mois, 5 mois d'arrêt, où la seule obsession finalement et l'enjeu des GEC, ça a été de conserver les salariés, de sécuriser et de les accompagner
pour non plus embaucher, ce qui était prévu, voilà, mais accompagner jusqu'au bout du contrat, parfois retrouver de nouvelles entreprises, parce que lorsqu'une entreprise n'était plus en mesure de garder le salarié, ou dans des secteurs, tout à l'heure je parlais de l'industrie, dans l'aéronautique, un secteur qui a été très très touché, il a fallu trouver d'autres entreprises parfois pour terminer le parcours de salariés, et ça a été un peu les enjeux, les risques de cette année. J'ai eu pas mal de personnes dans cette émission, entre guillemets, dans ce programme, on va dire, justement pendant la crise ou après en sortie de crise. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a certains secteurs qui ont été, qui n'étaient pas forcément plus costauds, mais qui ont fait preuve d'une véritable agilité, une véritable souplesse de par leur fonctionnement, voilà quoi. Et ils ont su finalement s'adapter assez vite. Il y a eu un peu moins de casse que dans d'autres. Là, j'imagine que pendant la Covid, ça a dû être très compliqué parce que qui dit GEC dit parcours dit plusieurs intervenants. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé effectivement de l'entreprise, et effectivement, il y a des contrats en jeu, il y a des choses comme ça, mais il y a aussi toute cette partie formation, où là, il y a d'autres intervenants qui sont là. Donc, il a fallu en fait, j'imagine, hein, peut-être que je me trompe, je me fais une mauvaise idée, mais que dans cette vie des GEC, tout le monde se met au diapason au même moment. Oui. Parce que la vie de la personne qui bénéficie du contrat, elle est multiple. Il y a sa vie sociale, mais il y a aussi la partie formation et puis il y a la partie emploi. Exactement. Et après, en plus, la particularité du fait que tout était chamboulé. Ouais. Le professionnel, l'entreprise, la formation et le personnel. Et cela, prenons un GEC qui a une cinquantaine de salariés en parcours lorsque la crise est arrivée, c'est au minimum 50 personnes à accompagner pour qu'ils aillent au bout, pour qu'ils aient un emploi à la suite, et également les accompagner sur tout ce que cela comporte pendant le parcours. Ouais. Mais c'est au sein de 40 ou 50 entreprises différentes. Eh oui. Certains qui voudront continuer, pourront, d'autres non. Aujourd'hui, ils peuvent, demain, ils ne pourront plus, fois 50 salariés. Donc, autant dire que, alors moi j'étais un peu plus extérieur, bien évidemment, à cela, mais l'ensemble des salariés des GEC, ça a été extrêmement compliqué. Comme pour toute entreprise. Mais prenons cet exemple. Une entreprise, quand elle a 50 salariés, elle a une situation et elle s'organise. Le GEC avait 50 situations différentes pour 50 personnes différentes en relation avec des organismes de formation. Donc voilà, la vérité du lundi n'était plus celle du mardi et était à nouveau celle du mercredi. Oui, c'était compliqué. Voilà, ça a été les montagnes russes pendant longtemps. Alors je vois qu'il y a des gens qui viennent là, ben oui, c'est peut-être un peu plus l'heure, 7h30, c'est vrai, hein, je le disais à Nicolas tout à l'heure, quand il commence à faire un peu beau, les gens ils arrivent un peu plus tard, ou ils viennent pas, ils regardent le replay. N'hésitez pas à vous faire connaître, hein, ça fera toujours plaisir, et puis à poser des questions si vous en avez, parce qu'après il s'en va, hein, il va pas attendre jusqu'à 22h que vous posiez des questions. Je voulais revenir sur on va parler de l'emploi hein, tout à l'heure, on a quelques supports, on a une vidéo, on a de l'audio. En regardant les chiffres, je crois qu'on est sur 74% de bénéficiaires, on va dire, comment on dit des salariés de GEC? Oui. Ou on dit des bénéficiaires Une fois qu'ils sont embauchés, ils sont salariés. Voilà, donc c'est important, parce que des fois, souvent les mots ont une signification bien particulière. 74% d'hommes, 26% de femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est dû à la nature des activités? Est-ce qu'on n'est pas au point là-dessus? Est-ce que malgré les bonnes intentions, on n'a pas encore réussi à faire rentrer les femmes dans certains secteurs d'activité? Vous, quelle est votre analyse? Est-ce que vous en parlez, j'imagine, au niveau régional? Est-ce qu'il y a des pistes de travail là-dessus? Oui. Non, je rigolais, parce qu'avec beaucoup d'ironie, quand vous demandiez ce que c'était, je allais vous répondre que c'était de la discrimination. Mais voilà, au-delà de cela qui est une plaisanterie, non, c'est que malheureusement, c'est des secteurs qui sont très genrés, très marqués. Tout à l'heure, je parlais du BTP. C'est essentiellement des personnes embauchées qui sont des hommes. Ouais. Mais au-delà des personnes embauchées,
c'est des personnes qui postulent, qui sont des hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est pas le GIEC en soi qui prend la décision d'embaucher que des hommes. Par contre, il doit tout mettre en œuvre, et c'est ce qu'ils font, pour apporter beaucoup plus de mixité et valoriser les métiers. Ouais. On parle de BTP, c'est essentiellement masculin. Comment apporter faciliter la féminisation des métiers, et peut-être même en évitant des stéréotypes. Enfin bon, on pourrait en reparler. Ouais. Le transport, essentiellement dit masculin. Mais quelle qu'en soit la raison, malheureusement, c'est multifactoriel. Justement, et tout est complexe. Vous parliez d'un GIEC numérique qui va se mettre en place. Là, on est peut-être sur quelque chose qui est, on va dire, physiquement peut-être plus accessible. Je grossis le trait un peu comme ça, mais qui peut-être aurait un attrait. Il y a de vrais profils. Pardon. Un attrait plus moins genré, justement. Est-ce que c'est le cas ou pas, par exemple? Alors, ou pas? Il y a un projet actuellement de GIEC, donc il ne s'est pas lancé. Il y a un GIEC numérique en Occitanie. Après, tous les secteurs ne sont pas aussi marqués. Tout à l'heure, je disais oui, parce que là, c'est la globalité que je donne. Hein. Le transport, très masculin. Après, il y a d'autres secteurs qui vont être moins marqués, agriculture, agroalimentaire. Voilà. Il y a des GIEC aide à la personne. Oui. Et là, on est sur un inverse ou pas? Parce que justement, là, dans le secteur de l'aide à la personne, on aura un peu tendance à manquer d'hommes. Oui, c'est ça. C'est le cas aussi? Oui, c'est le cas. D'accord. C'est le cas. Ce qui fait que, malheureusement, dans les GIEC, c'est rare de trouver un équilibre. Et chacun des GIEC, par contre, est engagé là-dedans. Mais par contre, il y a tellement... La problématique dépasse les GIEC. C'est-à-dire, le GIEC va l'accompagner, c'est-à-dire recevoir bien évidemment tout candidat, toute candidate, etc. J'ai bien compris. Et à faciliter le changement auprès, par exemple, des chefs d'entreprise, certains qui pourraient être spontanément réfractaires, mais faire bouger des lignes. Ceci étant dit, ils ne peuvent inventer des candidats et des candidatures, et ça se joue malheureusement beaucoup trop tôt, et c'est au-delà. Donc, là, on est effectivement sur une représentation sociétale. Alors, pour rien vous cacher, on en parlait avant l'émission. Moi, je disais à Nicolas que je travaille dans l'insertion très jeune. Maintenant, je commence à être un vieux de la vieille. Et que je suis un peu effaré de voir aujourd'hui que dans notre société, les représentations sur les métiers restent les mêmes. C'est incroyable. Les candidats, et je côtoie encore quelques jeunes, et les jeunes, alors qu'il y a 30 ans qui sont passés, eh bien, à quelque chose près, beaucoup recherchent exactement la même chose que recherchaient les jeunes il y a 30 ans, il y a 40 ans. Bon, voilà. Il n'empêche quand même que, alors on va parler de la thématique du recrutement, qui est au cœur déjà, à l'origine des GIEC, et puis qui aujourd'hui est une thématique pour le moins importante. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on manque de candidats. Et si on n'est pas capable d'aller en chercher ailleurs, c'est-à-dire peut-être effectivement sur des métiers peut-être au départ genrés, de ne pas être capable d'aller chercher des femmes, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça c'est évident. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne ferait que constater une difficulté et qui serait fermé, bon, on peut supposer que là, en l'occurrence, il y a une certaine part de responsabilité. C'est pour ça que... C'est pas la responsabilité que je cherche. C'est juste voir... Pas du tout, parce que là, on est bien d'accord, vous ne pouvez pas inventer les candidats qui se présentent pas. Dire, si on renonce à 50% finalement de potentiels candidats, si on ne voudrait que des hommes ou que des femmes, parce qu'on estime que l'activité n'est que masculine ou que féminine, là, ça devient ça, j'ai bien compris. C'est voir un peu quel est le questionnement des chefs d'entreprise par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous savez, des fois, il y a des grandes vagues de communication. Moi, je ne vois pas beaucoup de communication de la part des GIEC. Alors, peut-être ou pas. Mais enfin, après, attendez, je refais un plan large, parce que c'est pas parce que je ne vois pas un plan de communication que le plan n'existe pas. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de communication aussi qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Mais est-ce que ça fait partie, même si on a prévu d'en parler plus tard, cette histoire de mixité, d'élargissement de candidats fait partie des gros enjeux des GIEC? Oui. Ouais. Énormément. Alors, on est globalement, peut-être comité, les GIEC, etc., insuffisamment ou pas assez bon peut-être sur la communication pour valoriser ces parcours. Et ceci étant dit, c'est un des gros axes de travail pour permettre plus de... Alors, parmi les actions qui peuvent être menées, par exemple, il y a des GIEC qui vont à la rencontre, et là, on est même sur l'étape d'avant de lycéens. Lycéens.
pour aller présenter le BTP, pour sensibiliser. À côté de ça, ça peut être aussi dans l'industrie, où un GIEC travaille beaucoup sur la présentation, valorisation des métiers trop souvent perçus comme masculins, et va valoriser d'autres compétences à côté pour permettre des embauches ou autres. Enfin, tous les GIEC luttent contre cela. Et je dirais même qu'ils apportent encore plus d'attention dans une candidature féminine dans le transport, féminine dans le BTP, masculine dans l'aide à domicile. Je ne vais pas dire qu'on part de... Oui, oui. Et peut-être... Enfin, et d'un, parce que c'est nécessaire et qu'il faut que les choses se changent, et de deux, parce que parfois, lorsque la personne a candidaté, mais il ou elle a fallu affronter des étapes antérieures. Voilà. Un volet réfractaire de l'entourage, du mari, de l'épouse, des parents. Donc finalement, cette candidature, déjà, elle a été travaillée comme s'il fallait encore plus la revendiquer et comme s'il fallait encore plus de conviction pour y aller. Donc j'aurais tendance à dire que bien souvent, il y a un a priori plus positif parce que ça change et parce que voilà, il va y avoir de la conviction qui bien souvent va ressortir, mais sans aucune généralité. Mais voilà, comme il y a eu des étapes à franchir en amont, c'est souvent constaté. Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans la thématique du recrutement pour voir un peu quel est l'intérêt des GIEC ou quels sont les intérêts des GIEC, puisque les intérêts sont multiples et peuvent se positionner justement, comme on en est sur une notion de parcours, à différents moments du parcours de la personne. Donc je vous propose d'écouter, vous allez voir, c'est la première fois, c'est les GIEC ça, c'est la première fois où on écoute un document audio, on va même en écouter 2 d'affilée, et puis on va en discuter après. Allez, on écoute, c'est parti. Il y a de vrais profils, si le jeune vient par lui-même et il va vous demander un contrat d'apprentissage, comme vous n'allez pas passer du temps à l'étudier, à le comprendre et tout ça, vous allez refuser. Simplement par sa présentation, vous allez dire non, je ne vais pas m'embêter avec cette personne-là. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, alors qu'ils ont des grossistes. Et en fait, il vous dit oui, mais attendez, celui-là, ce gamin-là, il a ça, il y a peut-être ça, il trouve quelque chose, et qui fait, on dit ah bah oui, en effet. Alors que vous n'allez pas voir. Il vous est arrivé donc d'être surpris, de dire oui, moi j'en ai eu. Si le jeune s'était présenté dans chez moi, je lui aurais dit écoute, non, j'ai besoin de personne. Et alors que présenté là, ils ont travaillé dessus, il y a eu un travail de fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous on n'a pas le temps. Et parfois, peut-être, on est passé à côté de quelqu'un parce qu'on ne prend pas ce temps-là. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ce document audio, parce que on touche plusieurs réalités. Les employeurs, là, visiblement, ce n'est pas le chef d'une grosse entreprise, mais dans les PME, TPE, PME, la première chose, c'est qu'on est là pour faire le boulot. On n'est pas là pour recevoir 50 candidats, etc. Et là, il le dit très bien, le monsieur. Il dit, ils ont dégrossi avant. C'est-à-dire que cette personne-là, je ne l'aurais peut-être pas reçue. Et puis, en fait, si le GIEC la reçoit, eh ben, ça veut dire, à un moment donné, si le GIEC la reçoit et qu'il me l'envoie, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. Et après, le GIEC, lorsqu'il va présenter quelqu'un, en plus, il va présenter à travers son histoire, sa compétence ou ce qu'on suppose qu'il sera capable de. Voilà. Ce qui fait que, pour reprendre cet exemple, cet artisan, quand il décrit, je crois, une scène en disant « il serait venu, j'aurais dit non, que j'aurais pas eu de besoin ». Que ce soit vrai ou faux. Parce que parfois, on pense ne pas avoir de besoin, et c'est l'intérêt parfois aussi des GIEC, faire naître ce besoin ou donner envie. Le GIEC, c'est un peu aussi le pas de côté par rapport à l'employeur qui, lui, est dans son truc. Oui, il est dans son truc et il est dans sa temporalité. Oui, c'est ça. Il y a un phénomène qui est parfois un peu mis en avant, c'est-à-dire une vision court terme. Plus l'entreprise est petite, plus il va y avoir une vision court terme, auto-centrée entre guillemets. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la taille de l'entreprise est petite et que le responsable est porté sur la technicité du métier. Il a créé une entreprise parce qu'il est peintre, parce que quel qu'en soit le métier, c'est sa fonction, c'est sa spécialité, c'est sa compétence.
il n'a pas une autre compétence à côté RH. C'est un autre volet. Et finalement, c'est au fur et à mesure que l'entreprise augmente qu'il va y avoir cette spécialisation, qu'il va y avoir des services RH. S'ils sont là, c'est qu'ils ont une fonction, c'est que ça demande une compétence. Alors que l'entreprise, plus elle est petite, plus elle est que sur la technique et peut-être même à subir. Et c'est difficile de se projeter à 6 mois, 1 an et de dire voilà comment je veux renouveler ma pyramide des âges au sein de l'entreprise, etc. Dans une très petite entreprise, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a tout le cachet, on va dire, l'informel qui demande qu'à émerger. Peut-être que si un GIEC va à la rencontre d'un chef d'entreprise, il aurait dit qu'il n'avait pas besoin, il n'a même pas déposé d'offre d'emploi, et il n'empêche que la rencontre d'une personne va peut-être l'amener à voir les choses autrement, et surtout si on lui souffle ce que cette personne, ou souffler, enfin je veux dire, suggère, lui montrer ce que ça pourrait changer au sein de l'entreprise. Bien sûr. Alors on va écouter un deuxième document audio. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, il faut le faire, parce que bientôt c'est fini. Dans 20 minutes c'est fini, même un quart d'heure. Allez, on écoute le deuxième. Et donc il nous est arrivé, là même d'ailleurs récemment, en tout début d'année, de recruter quelqu'un qui avait eu tout son parcours au GIEC et qui n'avait jamais travaillé chez nous. Et je leur dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui recherche du boulot ou quelqu'un qui est disponible pour travailler? Et elles doivent avoir leur fichier. Elle m'a dit, oui, on a une super personne, une super fille qui a terminé, l'entreprise ne peut pas la garder. Elle nous l'a envoyée, elle a fait un essai, ça convenait, on l'a gardée. Quand elles ont des personnes qui sortaient du GIEC, qui ont terminé, j'imagine qu'elles gardent les coordonnées si elles ne sont pas prises par les personnes. Donc, après, j'imagine que les adhérents du GIEC, lorsqu'ils font comme nous, lorsqu'ils ont besoin, pas la peine d'aller chercher ailleurs, ce qu'on peut trouver très facilement et très rapidement, quoi. Voilà, alors là c'est intéressant aussi parce qu'on est sur... il y a plusieurs informations. Déjà, c'est pas parce que quelqu'un est salarié en GIEC qu'il est en CDI. Il y a des personnes qui ont tout un parcours, puis à un moment donné, comme dans d'autres statuts, d'autres boulots, il n'y a plus besoin. Voilà. Là, on dit, attention, c'est qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas gardés au bout du parcours, mais justement, pour nous, c'est un vivier qui est précieux parce que, grosso modo, s'il a fait un parcours au GIEC, c'est qu'il est gaillard. Il ou elle est gaillarde. C'est qu'elle connaît le métier, etc. Oui. Le GIEC, voilà. Tout à l'heure, on parlait des entreprises qui ont des besoins et donc globalement, si elles passent par le GIEC durant cette durée de contrat qui va durer, souvent c'est des contrats pro apprentissage, 6 mois à 2 ans, c'est parce qu'à la fin, elle veut l'embaucher. Ceci étant dit, si ça n'a pas fonctionné, si la mayonnaise n'a pas pris, ou si l'entreprise a perdu un chantier et finalement est dans l'incapacité d'embaucher la personne, le GIEC, les permanents, ont accompagné une personne et à l'issue du parcours, on n'a pas d'emploi. Donc finalement, bien souvent, ils vont chercher parmi les autres entreprises, etc. Et c'est comme ça que finalement, près des 3/4 des parcours finissent en emploi. C'est ça. Alors qu'on part d'une situation où chacun est libre, l'entreprise s'engage sur un contrat pro ou apprentissage, 6 mois, 1 an, 2 ans. Le demandeur d'emploi, la même chose, il s'engage que pour cette durée. On a la quasi-certitude où on pense qu'ils auront envie de poursuivre et que ça va se poursuivre le même demandeur d'emploi devenu salarié avec la même entreprise. Et lorsque ça ne marche pas, bien sûr, le GIEC fait le nécessaire et le maximum pour trouver une autre. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. À la fois pour les gens qui ont été formés et à la fois pour les adhérents et les utilisateurs du GIEC. Alors on va aller un petit peu plus loin encore sur l'intérêt du GIEC pour les entreprises avec une vidéo. La vidéo de Cyril Guy, donc c'est un couvreur. Je ne l'ai pas coupé, j'ai laissé la vidéo comme vous pourriez la voir sur YouTube. C'est parti, allez. Non, mais c'est parce que toute l'équipe arrive, donc ça va être quelque chose, mais c'est pas grave. Bonjour, je suis Cyril Guy, je suis le gérant de l'entreprise Guy Couverture à Creil. Nous sommes une entreprise spécialisée en charpente, ossature bois, couverture zinguerie. Tout le clos couvert, structure traditionnelle, on va dire. Donc, je suis élu à la Fédération française du bâtiment. Je m'intéresse beaucoup et je participe beaucoup à la formation des jeunes. Et le GIEC fait partie d'un outil de formation qui travaille beaucoup en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec cet établissement que je ne connaissais pas bien.
Aujourd'hui, on a des métiers qui évoluent énormément et le GEC est un des vecteurs de recrutement intéressants pour une PME comme la nôtre, puisqu'ils vont faire un premier filtre, parce que nous, les ressources humaines, c'est pas notre métier. On est charpentier, on est couvreur, on n'est pas recruteur, on ne sait pas le faire, on ne le fait pas bien. Donc le GEC va le faire pour nous et on va intégrer petit à petit des jeunes, moins jeunes, qui vont venir dans nos entreprises, découvrir le monde de l'entreprise, se former par ailleurs en partenariat avec nos CFA ou avec d'autres organismes partenaires du GEC. À terme, c'est pas le mot, parce qu'on a déjà embauché en CDI des ouvriers du GEC, mais bien évidemment que l'entreprise cherche à se développer, et tant que faire se peut, on intégrera un maximum de jeunes formés et recrutés par le GEC au sein de notre entreprise. Voilà le témoignage. C'est intéressant là aussi. Alors, il a repris des choses qu'on a pu dire. Moi, ce que je tire de ce que je retiens de ce témoignage, c'est qu'en fait, on le disait un tout petit peu avant, c'est une relation gagnant-gagnant pour tout le monde déjà. On sent bien qu'il y a une sécurisation aussi pour tout le monde. Ça, c'est important aussi. Je crois que avant l'embauche, il y a des choses qui sont faites pour sécuriser à la fois le parcours de la personne, mais à la fois l'idée que va se faire l'employeur. Et puis, pareil, après les contrats ou vers la fin des contrats, il y a du travail qui est fait, à la fois pour que soit l'employeur puisse garder la personne, soit pour que le salarié puisse rebondir ailleurs. Exactement, dans chacune de ces étapes, oui. L'amont, le parcours et la préparation à l'après, l'accompagnement, il est essentiel. Il est essentiel et l'amont, c'est s'assurer que tout cela convienne, sécuriser. Donc c'est soit faire une période d'immersion au sein de l'entreprise, parfois au sein de deux entreprises. Les fameuses PME. Voilà, les périodes de mise en situation professionnelle qui permettent de s'assurer que cela convienne, que c'est la bonne vision du métier, de l'entreprise, qu'en effet la personne souhaite partir sur ce contrat de 6 mois, d'1 an, à la conscience de tout ce qui lui plaît, de ce qui, des réserves, etc. Après, il y a des positionnements au sein d'organismes de formation pour déterminer le parcours de formation sur mesure, au regard des habilités, des appétences, d'une expérience ou pas dans le secteur. Et après, l'accompagnement tout au long du parcours qui est le suivi pédagogique, peut-être, s'assurer que tout fonctionne en relation avec l'organisme de formation, qui est le suivi au sein de l'entreprise, le tutorat professionnel, ou s'assurer que tout cela fonctionne au sein de l'équipe, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, que tout aille bien. Et après, un autre volet qui, celui-là, le GEC ne le travaille pas nécessairement avec l'entreprise, mais qui va être tout l'accompagnement social, soit prévu initialement, soit parce que des difficultés surgissent au sein du parcours. Bien sûr. Prévu dès le début, passer un permis, une situation de surendettement qui est connue dès le début ou qui survient en cours de parcours. Voilà comment le GEC peut accompagner en relation avec des associations, avec la Banque de France, avec des difficultés de logement. Voilà le type de situation. C'est du sur-mesure. Oui. C'est du sur-mesure, en fait, c'est ça, c'est du sur-mesure et qui a un impact sur tout le monde, à la fois sur le salarié, à la fois sur le chef d'entreprise, sur l'entreprise, puisqu'effectivement, quelqu'un qui est bien accompagné en tant que salarié donnera mieux pour l'entreprise, et l'entreprise pourra continuer à rester concentrée sur son cœur de métier, qui est de produire, qui est de faire des choses. Ça, on a un peu tendance à l'oublier aussi, malgré le rôle sociétal des entreprises, c'est pas non plus évident quand on est chef d'entreprise de s'occuper de la vie des salariés. C'est pas tout à fait... Alors que le GEC joue en partie ce rôle dans une logique de maintien dans l'emploi et d'accès à l'emploi. On l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être important de le redire, les GEC se situent dans un écosystème. Il y a des partenaires, on a parlé des partenaires du service public de l'emploi, les centres de formation. Il y a un ensemble de partenaires sur lesquels les GEC s'appuient pour développer leur mission. Oui, c'est le cœur de métier ou de la plus-value du GEC, d'être dans cet environnement avec tous ces acteurs, tous ces partenaires. Et c'est extrêmement large, extrêmement divers. On parle de difficultés de recrutement. Donc c'est un partenariat extrêmement poussé, intense, avec tous les acteurs de
la recherche d'emploi, de l'orientation, et tous les dispositifs qui vont avec. Si on parle de structure, le service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, voilà, mais aussi de l'orientation, tous les dispositifs qui peuvent être mis en place ou proposés par le conseil régional pour découvrir des métiers, pour se réorienter, ou des structures, enfin bon, école de la deuxième chance, EPID. Tout ce qu'on peut mobiliser de toute façon au bénéfice du parcours. Tout ce qu'on peut Il y a mobiliser. aussi tout ce qui est logement, tout ce qui est... Logement, et logement, tout à l'heure je parlais de logement, de financier, bref, ce qui est de l'ordre plutôt du social ou de l'au-delà, mais qui est essentiel. Et là-dessus, ce partenariat, il se travaille de deux manières. Il se travaille au profit, on va dire, ou pour le bénéfice des salariés des GEC, difficultés de logement, problèmes financiers. Donc, c'est travailler avec ces associations, c'est travailler avec tous ces acteurs à cet accompagnement. Mais c'est aussi, dans l'autre sens, des associations qui ont un volet une action plutôt sociale, mais qui vont permettre ou essayer de faire découvrir des métiers ou un emploi. Et ça, c'est un gros enjeu pour les GEC. Comment finalement des associations accompagnent, je sais pas, des restos du cœur sur un volet alimentaire essentiel de l'urgence première. Les GEC vont travailler avec ces associations pour aller à la rencontre de personnes qui potentiellement pourraient être intéressées. Et quand on parle en plus de difficultés de recrutement, c'est aller à la rencontre de personnes à travers tous les moyens possibles. Tous les prismes possibles. On parle parfois d'invisibles. Donc voilà, c'est un terme, bon, jamais personne sait exactement ce qu'il y a, combien il serait, etc. Si ce n'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas ou insuffisamment accompagnées, qui passent par, voilà, qui sont en dehors des radars. Qui ne vont pas à la mission locale, qui ne vont pas à Pôle emploi, qui ne vont pas à Cap emploi, et pourtant qui ne sont pas forcément... Et donc le GEC, s'il veut aller à la rencontre de ces personnes, se pose sans cesse la question de comment. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans l'associatif? Est-ce que c'est à travers la prise en charge d'une problématique, le logement, l'alimentation, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu de rentrer en contact, alors ça c'est vrai dans tous les secteurs, le fameux aller vers, ça c'est... Attendez, je fais un plan large. C'est le fameux aller vers, c'est très à la mode ça, c'est bien, je ne sais pas si on doit s'en féliciter ou pas, je ne sais pas s'il faut se féliciter d'aller vers les gens de plus en plus parce qu'on part du principe qu'eux ne sont pas capables de venir, ou si à un moment donné il faut réfléchir à savoir comment on donne envie, on donne la capacité aux gens de faire leur choix. Mais bon, ça c'est philosophique. Mais aujourd'hui, est-ce que moi par exemple dans la représentation que j'ai des GEC, je me dis, c'est un peu comme l'insertion, c'est comme l'IAE ou le SS, on y arrive par un intermédiaire. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est encore sur une structuration où on est prescrit. Vous savez, on va à Pôle emploi nous dit, ils font un diagnostic, ils nous disent bon, ben vous le GEC, ça vous ferait du bien, ou à la mission locale, ou quoi que ce soit. Mais rien n'empêche en fait quelqu'un d'aller directement voir un GEC. Rien. Est-ce que l'enjeu, il n'est pas là? Ah oui. oui. Alors rien n'empêche, et les GEC en seraient très heureux. Alors la prescription... ou l'orientation, parce que la prescription... l'orientation, je ne sais pas si c'est la majorité, et peut-être ça l'est de moins en moins, parce qu'on parle de difficultés de recrutement ou des tas de questions qui sont posées, et chacun de ces acteurs, bien souvent, a tendance lui-même à dire qu'il rencontre moins de personnes et que lui-même, il a du mal à mobiliser. Bref. Les GEC sont confrontés, et c'est ce qu'ils font, à la nécessité de favoriser toutes ces mises en relation, aller découvrir des personnes au-delà de l'orientation classique d'un Pôle emploi, mission locale, qui va orienter vers le GEC, et le GEC qui trouvera la bonne entreprise pour la bonne personne. Donc ce deuxième volet, il est de plus en plus important. Et c'est un des gros axes, enfin c'est fondamental actuellement pour les GEC. Alors il n'empêche quand même qu'il y a une typologie, c'est pas joli ce que je vais dire, mais... Bon, c'est difficile de tourner les phrases autrement. Il y a une typologie de public en ce moment sur lequel vous êtes fortement mobilisé, au même titre que d'autres acteurs du champ du social, de l'hébergement. C'est les publics réfugiés, alors réfugiés, migrants, etc. Là, vous répondez peut-être à une demande bien particulière en ce moment?
Oui, il y a soit de manière individuelle, au cas par cas, soit à travers des projets, des actions qui sont menées, mais les GEC accompagnent des réfugiés. C'est pas pour qu'ils soient mis dans une catégorie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore plus compliqué pour eux et pour elles, et que ça demande un peu plus de coordination et d'avoir une vision beaucoup plus globale, parce que bien souvent, c'est tout un ensemble de leviers sur lesquels il va falloir travailler ou de difficultés. Et je dirais même que c'est l'illustration que tout est parfois possible, même si les choses ne sont pas simples. Quand on pense à un jeune mineur non accompagné de 17 ans ou moins jeune, mais qui a des difficultés avec le français, qui n'a pas de permis, difficultés à se loger, et voilà, quand des parcours sont mis en place, et il y en a énormément qui sont mis en place, où tout est étudié en partenariat avec les acteurs locaux, hein, mais voilà, la découverte de métiers qui doit surtout pas se faire, si on parle de mineurs non accompagnés, au bout de 17 ans et 11 mois, l'enjeu il est tellement important que voilà, il va pas y avoir parce qu'il faut que ça lui plaise, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc ce volet anticipation qui est essentiel, et après des cours de FLE, de français et langue étrangère, passage de permis, de logement, bref, toutes ces réussites qui demandent certes du travail, mais qui font bouger beaucoup de lignes et qui font plaisir. Beaucoup de lignes et qui demandent un accompagnement, bien évidemment. Hein. Mais au-delà des difficultés, bien souvent, il va y avoir une envie qui est aussi extrêmement forte. Donc, c'est voilà, réunir toutes ces bonnes volontés pour, à la fin, heureusement, avoir le plaisir de constater des réussites absolument extraordinaires et des personnes qui au-delà de leur langue maternelle, d'une deuxième, troisième langue, et qui connaissent, mais il va y avoir la quatrième maintenant du français, apprise à une vitesse grand V, parce que malheureusement, ou heureusement, c'est le social et c'est l'emploi qui ne peut que faciliter l'insertion, la langue, etc. etc. Donc au regard bien sûr des mouvements qu'il y a eu, c'est un public qui est de plus en plus accompagné et qui demande de plus en plus de coordination. Dans tous les cas, voilà. Là aussi, ça doit faire bouger les lignes au niveau des postes de chacun, hein, et des attributions, des compétences. Hein. Il faut aller chercher d'autres compétences parce que c'est pas toujours le même public, c'est pas mécanique. Hein. Non. Non, et qu'en plus, après, il y a des enjeux, ne serait-ce même au départ, de sécurité. Voilà. De sécurité, quand à l'heure je dis faible, parfois maîtrise du français, sauf que c'est des univers où la sécurité est essentielle. Donc, il faut, voilà, c'est pas quelqu'un à qui il sera proposé d'être posé là, d'avoir telle activité. Non, tout doit être construit, etc., etc. Et heureusement, des lignes bougent et beaucoup d'entreprises sont très heureuses finalement de se rendre compte de chemins qui ont été parcourus, et parfois même, j'aurais tendance à dire, parfois on le constate, comment les entreprises ou les salariés sont parfois admiratifs de parcours qui en ressortent, parce que au-delà d'un métier que voilà, la personne a appris, mais quand on découvre tout ce qu'ils ont vécu aussi en amont, hein, voilà, c'est pas pour ça qu'ils ont été embauchés, mais quand on regarde derrière, on ne peut être qu'encore plus admiratif, et ça fait, je pense, bouger certaines lignes, fort heureusement, ou voilà, espérons-le. Très bien, il le dit très bien. Après, bon, je vais le taquiner un peu là sur la fin. C'est la fin, hein, donc c'est l'avant-dernière question. C'est même pas une avant-dernière question, c'est que c'est presque, c'est dommage. C'est dommage, ces parcours d'emploi, ces parcours de vie, que finalement on n'entende pas un peu plus parler. Moi, je trouve. Voilà. Alors là, effectivement, je vous ai écouté religieusement sur effectivement toutes les valeurs aussi qu'a cet accompagnement, tout le sens qu'a l'implication de ces chefs d'entreprise, etc. Et effectivement, moi je trouve, mais ça n'engage que moi, je trouve peut-être qu'on n'en entend pas assez parler. Et c'est un peu dommage parce que dans cette période où, alors à mon avis, on le met un peu à toutes les sauces aussi, hein, bon, je chouine un peu, mais bon, c'est dommage quand même parce que dans cette période où on dit aujourd'hui dans le recrutement le sens pour les candidats de la valeur, mais là, vous l'avez bien fait ressortir, hein, ce sens de respect, d'accompagnement, de croire en les capacités. Voilà, je trouve un peu dommage qu'on n'entende pas assez parler, mais bon, ça fait partie des objectifs, hein, je sais, des GEC, de communiquer. Et là, oui, je pense qu'il y a des choses à dire. Alors, on est arrivé, c'est la dernière question, il est 20h, 20h02. Nicolas Pochelu, il est où dans 5 ans? Où est-ce qu'il se voit dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il se voit faire dans 5 ans?
Alors là, j'en suis incapable. Il fut un temps où peut-être j'aurais été capable de dire dans 5 ans, je ne serai pas là, il faudrait que je change. Aujourd'hui, non. Tout à l'heure, je disais que j'étais du Pays Basque. Bon, il est vrai qu'il y a une partie qui m'appelle comme ça, ah, bien, venez, voilà, la mer, la montagne, de plus en plus. Mais au-delà de ce volet-là, professionnellement, je ne sais pas parce que j'ai la chance aujourd'hui d'aimer ce que je fais. Alors voilà, peut-être dans 5 ans, ça sera toujours le cas, mais j'ai du mal à me projeter autrement. Donc voilà, je trouve un sens que je n'ai pas toujours trouvé ailleurs ou dans le passé. Donc j'ai du mal à me voir ailleurs. On verra cela, on verra si je serai toujours bordelais, voilà, et tout cela. Voilà, merci. Oui. Et vous? Ah, moi, dans 5 ans, je serai presque à la retraite, moi. Je serai presque à la retraite, moi, dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, je serai presque à la retraite, mais je continuerai à faire des choses. D'accord. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr que je continuerai à faire des choses, sinon je mourrai, c'est évident. Merci beaucoup, Nicolas Pochelu. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, franchement. Je le redis, j'ai aucune légitimité pour le dire, mais je trouve que c'est un peu dommage, effectivement, que les GEC soient aussi bien structurés et autant d'activités et des missions aussi importantes qu'on n'en entend pas assez parler. Voilà, après, hein, la communication, ça vaut ce que ça vaut, il faut aussi faire attention à ça. Je ne pense pas qu'il faut beaucoup parler des choses, mais par moments, bien en parler. En tout cas, moi, je trouve que vous en avez très bien parlé ce soir. Et je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici. C'est vraiment très sympa. Mais merci surtout à vous, parce que c'est toujours un plaisir. Et voilà, il faut qu'on communique, il faut qu'on soit davantage connu. Il faut venir dans le salon. Donc voilà, c'est chose faite. Et demain, tout sera réglé dans le salon. On refera. Non, ça ne sera pas réglé. Mais demain, on fera peut-être d'autres choses. En tout cas, écoutez, on va vous laisser pour cette soirée. Hein. Vous allez pouvoir aller faire un barbecue. Et il fait encore jour. La semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un que j'attends avec impatience depuis quelques temps. Et je sais qu'elle angoisse un peu de venir. C'est Angélique Brasseur, qui est la directrice de la mission locale de Brive. Et là aussi, forcément, on va parler de ces dispositifs qui accompagnent les jeunes, soit directement vers l'emploi, soit sur des étapes intermédiaires. Je ne doute pas un seul instant que ce sera passionnant. En tout cas, moi, ça va me passionner, sinon je ne l'inviterai pas. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Bon retour dans la capitale et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors...